je tenais tout d'abord à remercier très vivement les élus de la Franche-Comté, du pays de Montbéliard, et les organisateurs, à savoir Numérica, dont je découvre non seulement les installations, mais aussi l'esprit, parce que ce n'est pas seulement une infrastructure du savoir et de la communication, mais c'est aussi une entreprise au service des entreprises. Et donc je remercie la Société d'économie mixte de nous avoir accueillis. Je tiens aussi à remercier très vivement André Lechel et Laura Garcia Vittoria, pour leur constance au service d'une bonne cause. Au service d'une cause qui n'est pas évidente pour un ministère des Affaires étrangères. On pourrait tenter, au lieu d'être à Montbéliard aujourd'hui, d'être à Rio +20. Alors, nous y sommes représentés. Je ne pense pas que mon absence nuira en aucune façon à la satisfaction des enjeux mondiaux. Mais... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, ce genre. Ils ont l'air d'attendre quelque chose. Il y a l'interaction entre la Commission européenne et le ministère des Affaires étrangères, c'est absolument merveilleux. Ça, les Labs pouvaient réussir. C'est de la complémentarité. Alors, je vais faire une offre tout de suite parce qu'il y a un problème de relation avec Munich, auquel j'ai vécu et servi, puisque j'étais autrefois à l'Office européen des brevets, et nous avons actuellement une offre de partenariat entre la ville de Garching, qui est un centre de haute technologie près de Munich, et une collectivité territoriale française. J'en profite pour faire une offre publique, parce que ça facilitera peut-être ces communications entre l'État libre de Bavière et notre pays. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à notre sujet, quel est l'intérêt qu'un ministère des Affaires étrangères a accompagné votre démarche? Je dis bien accompagner. Tout à l'heure, tu as parlé d'attente. Il ne s'agit pas d'attente avec un cahier des charges, il s'agit bien d'accompagner des initiatives qui, dans notre pays, qui en Europe et qui, dans d'autres continents, sont des initiatives absolument nécessaires si on veut sortir d'un certain marasme actuel. Je ne ferai pas de propos détaillés sur ce qu'on peut appeler la crise, qui est une crise, mais qui est une crise, une mutation aussi. Une mutation qui peut être pleine de promesses. Or, l'existence de petites structures reposant sur l'initiative, communiquant entre elles en réseau, c'est peut-être l'antidote, c'est peut-être une médication homéopathique contre la crise et pour préparer les phases futures de notre développement. Donc les laboratoires d'usage, les Living Labs, sont une formule qui est reconnue, qui donne lieu à des mécanismes de certification et qui, à ce titre, donne des garanties. Parce qu'effectivement, l'innovation, elle peut être foisonnante, elle est toujours créative, elle a besoin aussi de s'insérer dans des procédures qui en assurent la crédibilité. Et donc c'est pourquoi nous attachons, et j'attache personnellement, énormément d'importance à votre démarche. Je voulais d'ailleurs aussi saluer nos invités d'honneur, qui viennent du continent américain, de l'Amérique latine, et j'ai été quand même beaucoup étonné, bluffé en voyant qu'en quelques mois seulement, peut-être aidé par une langue commune, mais ça ne suffit pas à tout expliquer, nos collègues du Mexique, du Pérou, de la Colombie, l'Argentine, d'autres pays que je connais et que j'apprécie, ont pu très rapidement mettre en place des structures et des initiatives qui se sont pliées à la discipline de la certification et qui offrent toutes les garanties, comme je l'ai dit tout à l'heure, de crédibilité. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on n'est pas seul, puisqu'on fonctionne sur une philosophie qui est une philosophie de réseau. Et les réseaux, ça veut dire un minimum d'intercommunicabilité, d'échange d'expériences, de benchmarking, pour employer un mot qu'on devrait pas forcément employer, mais l'anglais ne nous est pas interdit, mais c'est on défend la francophonie par des initiatives innovantes, plus que par des crispations terminologiques. On peut dire étalonnage, on peut dire d'autres choses. Et ça sera un des sujets d'ailleurs de la conférence des ambassadeurs qui se tiendra à Paris le 29 août prochain, où on parlera effectivement à la fois du développement économique et de la francophonie. Alors, nous avons parlé de plusieurs continents, l'Europe, et là je pense que mon ami Ozen
tout à l'heure, nous adressera à cet égard des propos beaucoup plus, j'allais dire, pertinents encore que ceux que je peux prononcer. Je crois réellement au rôle. L'Europe ne s'est pas trompée de cause. Elle a vu très tôt l'intérêt de soutenir les laboratoires d'usage, à la fois comme un élément d'aménagement du territoire, mais aussi comme élément de cohésion sociale. Donc on rejoint les objectifs de Lisbonne, on rejoint un certain nombre d'objectifs. J'ajoute aussi qu'il y a une forte dimension écologique et environnementale et de participation des citoyens qui est soutenue par cette démarche qui est une démarche inclusive. Je voulais aussi dire que ce n'est pas seulement l'Europe et l'Amérique latine qui sont des adeptes de cette cause. Je pense que la qualité, tout le monde la mérite, et qu'un certain nombre de continents qui, au regard des classements sur les paramètres du développement, ne sont pas en tête, ont tout intérêt, en termes d'avantages comparatifs, à se placer sur ce terrain. Je pense notamment au continent africain et à l'Afrique subsaharienne. Alors, il y a des problèmes, notamment des problèmes d'accès à l'énergie. Il est vrai que certaines de nos méthodes de communication nécessitent que certains problèmes soient sinon maîtrisés, ou du moins évoluent dans un sens favorable. Mais je suis persuadé que même des pays qui sont dits en développement, des pays dits moins avancés, ont le droit, d'une part, ça c'est une position, j'allais dire, politique et philosophique, mais aussi la capacité de pouvoir développer d'une manière collaborative ce genre d'approche. Donc si vous voulez, à la fois nous sommes très proches des territoires et très proches du monde entier. Il se trouve que je suis à la direction générale de la mondialisation du développement et des partenariats, et en même temps un des animateurs de Global Local Forum, qui est un think tank qui se préoccupe justement d'essayer de redonner la dimension des territoires. Et les territoires sous forme d'un emboîtage modulaire. Il n'y a pas seulement les États et le rat des pâquerettes, le vase fort, il y a beaucoup d'éléments intermédiaires. Les pays peuvent être un espace pertinent, les régions peuvent être un espace pertinent, les quartiers peuvent être un espace pertinent. Donc je pense, attaché au principe de subsidiarité, je pense que je ne serai pas démenti tout à l'heure par notre collègue qui a travaillé auprès du président Delors, mais la subsidiarité, ce n'est pas seulement une règle juridique, c'est plutôt la possibilité de mobiliser en temps utile, et j'insiste beaucoup sur le temps, des bonnes volontés, des compétences, des engagements, qui sont des engagements de personnes et qui sont aussi l'émergence de structures innovantes qui n'obéissent pas forcément au canon institutionnel de ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. Il y a de l'ingénierie en termes de fonctionnement associatif, il y a de l'ingénierie en termes de fonctionnement des pouvoirs publics locaux qui doit être améliorée pour tenir compte à la fois des avancées technologiques, mais aussi des attentes de la population. Donc, j'ai envie de dire, nous sommes à une croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a maintenant presque une masse critique. Et j'insiste sur le mot « presque ». Il y a certains pays, je pense à l'Espagne, il y a un assez grand nombre de laboratoires d'usage. Des pays de l'Europe du centre, je pense à la Hongrie, où cette approche est en train d'émerger. Et la Fondation des territoires de demain y a largement contribué, et j'avais accompagné dans cette démarche en me rendant à Budapest l'année dernière. Et puis, il y a notre pays, la France, où à la fois il y a des initiatives excellentes, et où il y a encore une répartition, je dirais, qui n'est pas pleinement satisfaisante sur le territoire. C'est-à-dire que cet enjeu n'est pas toujours compris. L'enjeu des pôles de compétitivité, il a bien été perçu, c'est une politique publique, et je pense que tout à l'heure, mon collègue de Bercy, et qui en plus fait de la veille stratégique, vous montrera qu'il y a une unité de vue des pouvoirs publics français sur ce sujet. Nous sommes là pour favoriser, bien sûr, la montée en puissance de notre compétitivité globale et aussi notre capacité d'interface avec les économies des autres pays, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc nous sommes arrivés à un moment où il manque
une impulsion où il est nécessaire de transformer l'essai. Alors, c'est ça que vous me demandiez quelles sont nos attentes. Nos attentes, c'est de continuer à être créatif. La Franche-Comté, ça ne m'inquiète pas. Vous avez une tradition de plusieurs siècles en matière d'industrie, mais aussi le goût du travail bien fait. Je me souviens, en 1992, dans un petit ouvrage sur les collectivités locales et l'Europe, j'essayais de réfuter l'idée selon laquelle les régions françaises étaient systématiquement sous-dimensionnées. Et je citais la Franche-Comté en disant que, bien sûr, il peut y avoir d'autres découpages, mais que finalement, certains États allemands, Bremen, étaient pas plus complets que la Franche-Comté, et donc montrer que les problèmes d'échelle sont certes très importants, et qu'il faudra sans doute faire des réformes, mais que même à échelle constante, à condition d'avoir un jeu d'acteurs qui soit suffisamment élaboré, une connivence des opérateurs, mais au bon sens du mot, une collaboration organisée, on a des résultats. Des pays comme l'Italie le montrent. Je ne sais pas s'ils sont très avancés dans les laboratoires d'usage, mais ils ont su inventer quelquefois des solutions très innovantes au niveau de leur territoire, notamment en évitant la dynamique négative de la désindustrialisation. Donc, ce n'est pas deux terrains différents de se battre sur le local et sur les enjeux globaux. Parce que les enjeux globaux, ils sont très largement déterminés par des décisions locales, qui sont les décisions des élus locaux. C'est à cet égard que la coopération décentralisée est extrêmement importante. On a quelquefois coutume de regarder d'un peu haut, notamment chez les diplomates professionnels, les jumelages et les solidarités entre les territoires. C'est une grave erreur. On en parlait récemment avec les Américains qui pourtant ne sont pas des pionniers dans ce domaine. Et la conseillère spéciale de Mme Hillary Clinton pour les relations non gouvernementales me disait qu'il fallait qu'on travaille ensemble là-dessus parce que c'était un sujet d'avenir. Si elle le dit, j'ai tendance à la croire. L'ex-gouverneur Schwarzenegger venait à Genève pour rencontrer les responsables du R20, des régions du monde pour les enjeux climatiques. C'est ça aussi la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas seulement la diplomatie des chancelleries, ce n'est pas seulement la diplomatie des sommets internationaux dont on connaît parfaitement les limites, et on les a vus, ce qui ne veut pas dire que nous ne mettions pas les plus grands espoirs dans ce que va faire le G20 au Mexique, et je salue les collègues mexicains qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est un renforcement coordonné de nos capacités, c'est aussi une réforme intellectuelle et morale, comme aurait dit philosophe de l'avant-dernier siècle, parce que ces enjeux techniques, ces enjeux d'initiative ne peuvent être réalisés que s'il y a une révision des points de vue, et c'est une affaire à la fois d'intellect et de sentiment. Un certain concert des bons esprits, c'est très XIIe siècle, très saint Thomas d'Aquin, mais je ne peux manquer de faire appel à ce précédent historique parce que justement c'était un précédent historique où vous aviez à la fois des valeurs intellectuelles et morales et en même temps le développement économique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je souhaite que grâce au laboratoire vivant, au laboratoire d'usage, ce soit effectivement l'un et l'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. En t'écoutant, je crois que l'ensemble de nos amis ont compris pourquoi on n'imagine plus aujourd'hui parler d'innovation ouverte sans avoir à nos côtés, sans avoir le ministère à nos côtés, notamment en matière de coopération décentralisée. C'est effectivement quelque chose de tout à fait important. Deux logiques sont à l'œuvre, tu l'as très clairement dit. Il s'agit tout à la fois de rassembler les savoir-faire, les expertises françaises, ça c'est tout à fait essentiel. Une réunion récemment co-organisée par le secrétariat ibéro-américain et l'ambassade de France à Madrid a essayé de faire cela, c'est-à-dire effectivement mettre en avant l'expertise française. Et en même temps, il s'agit de trouver d'autres formules, d'autres réseaux pour une vraie et véritable collaboration internationale. Et les deux, évidemment, doivent aller de pair.